Bon, je vous propose qu'on commence vu le programme chargé qu'on a et puis les retardataires nous rattraperont en route. Je voulais pas faire ça. Merci à tous d'être là pour ce webinaire qu'on co-organise avec un certain nombre de nos adhérents. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, avec EDF, avec Sonergia, Serenison, CVE, Collectif Énergie, et puis aussi avec nos partenaires ERA également, et avec nos partenaires la BPI et la CMAR. Le programme est chargé et pour que tout le monde puisse poser des questions et également intervenir au mieux, on vous propose 1 heure de temps d'échange pour commencer avec chaque intervenant qui prendra environ 5 minutes pour présenter sa solution. Et ensuite, on se réservera 1 heure de temps d'échange complet. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le fil. Et on y répondra, soit certains intervenants y répondront directement dans le chat si la question le permet, soit on y répondra à partir de 9h30 pendant le temps d'échange. Voilà, et ben, je te passe la parole, Thierry, pour qu'on commence. On va commencer avec quelques éléments de contexte, à la fois contexte énergétique et réglementaire. Merci Maïté, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petits éléments de contexte sur la crise énergétique qu'on est en train de vivre. Alors, on entend beaucoup parler d'évolution des prix, d'évolution de l'électricité. Et avant de rentrer dans les explications et les raisons, quelques clés de lecture que vous pouvez voir dans ce slide, c'est finalement comment est composé le prix de l'électricité avant qu'on parle de fourniture. Le prix de l'électricité, il était composé de 3 facteurs qui se répartissaient en un tiers chacun à peu près. Un tiers qui sont des taxes, qui ne sont pas négociables, bien évidemment. Un tiers qui est l'acheminement, qui est en fait l'électron qui voyage entre la centrale nucléaire jusqu'à votre compteur. Et puis un dernier tiers qui est la fourniture en elle-même, c'est-à-dire ce que vous allez consommer pour vos usages. Cette fourniture, elle est accessible par tous, mais il n'y a plus de tarif historique comme dans le passé. Il y a 3 possibilités finalement de se faire livrer une fourniture d'électricité. La première, c'est le tarif réglementé de vente qui reste accessible pour les particuliers, bien entendu, mais aussi pour des entreprises, avec des critères. Le premier critère, c'est qu'il faut être à moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan. Le deuxième, c'est d'avoir moins de 10 salariés. Et la troisième raison importante, c'est d'être à une puissance de moins de 36 kilos. C'est-à-dire, en fait, quelque part, l'équivalent de l'ancien tarif bleu, ce qu'on appelait avant le tarif bleu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas dans ce dispositif, ceux que le sont aussi qui le souhaitent, vous avez un marché de gros qui existe où chaque fournisseur va se sourcer sur un prix et va acheter des capacités de production pour les livrer à ses clients. Et c'est ça qui est important. Alors, marché de gros ou un prix qu'on appelle le prix d'arène. Le prix d'arène étant finalement la production nucléaire réalisée par le groupe EDF de la production qu'on met à disposition de nos concurrents à un prix qui est déterminé et à un montant qui est déterminé à l'avance. Voilà. Alors, on va passer sur le slide suivant. Souvent, on a une question qui se dit, bon, voilà, on pensait qu'on avait toutes les capacités de fourniture avec le nucléaire puisqu'on a un parc nucléaire conséquent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait la variabilité du prix, c'est que l'électricité n'est pas stockable. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir un moyen de production, il faut pouvoir répondre à une demande, à un instant T. Il ne faut pas avoir juste un volume qu'on pourrait stocker, mais il faut pouvoir y répondre à des heures très précises, 18 heures, de 7 heures du matin à 13 heures, là où il y a le plus de consommation. Donc, bien entendu, on va utiliser les moyens de production les moins chers, l'éolienne, l'hydroélectricité, le nucléaire, bien entendu. Mais ce qui va coûter cher et qui va déterminer le prix, ça va être le dernier moyen de production important qui va être nécessaire pour que l'offre soit égale à la demande. Et on va finir effectivement par des moyens qui sont le gaz et le fioul et qui vont permettre de mettre en place sur des centrales qu'on appelle des centrales thermiques. Voilà. Et donc, c'est bien cette moyenne de prix qui vont déterminer le prix de l'énergie. Et là, vous avez un exemple de 2019 qui donne des variables de prix
voilà, entre 40 € et 70 €. Et donc, en fonction de la période, chaque fournisseur d'électricité va pouvoir se sourcer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes majeurs qui sont déroulés, et on reviendra sur les raisons. Et sur le slide suivant, vous pouvez voir l'évolution du prix qu'il y a eu, par exemple, en septembre de cette année. On est sur une variable de prix donc, qui n'a pas changé pour les premiers moyens de production, mais le prix du gaz a explosé. C'était valable déjà en fin d'année dernière, mais ça concernait finalement moins de clients et donc on en a moins parlé. Mais effectivement, vous avez des moyens les prix ont explosé au niveau du gaz, ce qui ont eu une conséquence sur le prix, effectivement, de l'électricité. Alors, quand le prix est bas, on se sortait sur les prix de marché. Quand le prix est haut, on se ressource sur du prix d'Arène. Tu peux passer le slide suivant, Maïté. Voilà, le prix d'Arène, qu'est-ce que c'est? C'est finalement EDF qui met à disposition 100 TWh pour les concurrents à un prix déterminé qui était de 42 € et sur 100 TWh. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'année dernière, il y a eu tous les concurrents, comme le prix du gaz avait augmenté, donc le prix du marché de gros, se sont tous focalisés sur ce prix d'Arène. Et au lieu de commander pour 100 TWh, il y a eu 160 TWh qui ont été demandés. Et effectivement, donc, ils ont dû revoir l'ensemble des contrats puisqu'on dépassait de 40% sur les quotas qui étaient prévisibles. Et donc, se sourcer au marché, ce qui a encore fait basculer un affolement des prix, atteignant parfois plus de 1 000 € au niveau du mégawatt. Voilà, alors l'État n'est pas resté sans rien faire. Bruno Le Maire était monté au niveau européen pour demander 20 TWh supplémentaires à un prix d'Arène qui était à 46,2 €. Mais voilà, il y a un vrai basculement qui a été réalisé au niveau de cette période qui fait que les prix de l'électricité ont définitivement été réévalués à des prix. Vous voyez, quand on passe de 40 € de sourcing à des prix comme 600 €, ça va avoir une incidence sur le contrat des entreprises. Alors, sur le slide suivant, je vous fais vite pour vraiment travailler sur la pédagogie. Donc là, vous avez l'évolution effectivement des prix. On vient d'en parler, on peut peut-être le passer. On va le passer. Voilà. Quelles sont les raisons de cette explosion du prix du gaz? La première, vous la connaissez bien évidemment. Donc, il y a eu effectivement, après Covid, quelques problèmes avec la reprise économique. Et puis, bien évidemment, la crise en Ukraine, qui a eu un impact avec les relations avec la Russie, qui était un des premiers exportateurs de gaz en Europe. Et puis, au niveau des centrales nucléaires, parce que la question, on se disait, finalement, on a quand même pas mal de centrales nucléaires, oui, mais il y a eu un retard qui a été pris lié au Covid dans les projets de maintenance. Et puis, au niveau, il y a eu des prolongements de la maintenance liés à des problèmes techniques. Comme la sécurité passe avant tout, des maintenances qui ont été plus longues sur le parc nucléaire et qui ont donné une indisponibilité. Cette indisponibilité, effectivement, des centrales, demande d'importer encore plus de gaz et a des conséquences, effectivement, sur le prix. Voilà, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc beaucoup de mesures ont été prises par le gouvernement. Important à souligner, donc les 20 TWh, j'en ai parlé. Une des taxes qui est passée de 25% à 6% sur la CSPE. Sur le tarif réglementé, alors que voilà, sur le tarif réglementé, la hausse a été plafonnée à 4%. Il faut avoir conscience que dans les pays voisins, comme en Angleterre, les prix ont doublé, même pour le particulier, ce qui en France n'a pas été réalisé. Et d'ailleurs, le plafonnement sur le tarif réglementé particulier ou entreprise pouvant en bénéficier sera plafonné à 15% l'année prochaine. Il faut savoir que tout ça a une incidence colossale en termes de prix et de moyens financiers, puisqu'effectivement, c'est EDF qui prend à la charge le plafonnement, même si le coût des prix du gaz s'en fait ressentir pour lui. Tu peux passer. Hop. On va pas défiler. Donc ça, j'en ai parlé pour l'année prochaine. Donc beaucoup d'accompagnement
effectivement de l'État concernant tous les dispositifs, d'autres qui seront à venir mais qu'on n'a pas encore, qui sont en cours de passage. Et puis tu peux passer au dernier slide. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc beaucoup de mesures qui ont fait que ça a tassé finalement le prix et que lorsque vous n'êtes pas concerné, puisque vous sentez l'augmentation, en fait, au moment où vous changez de type de contrat, donc il y a une première vague l'année dernière assez forte, mais qui concernait finalement peu de clients. On en parle beaucoup plus cette année parce que ça concerne plus de clients et souvent les contrats sont effectués en fin d'année. Voilà. Voilà un petit peu le topo, l'évolution en fait de ces prix et en fait pourquoi vous subissez cette hausse. Je te redonne la main. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Si vous avez des questions, on prendra un temps à la fin pour y répondre. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec Lionel pour parler un petit peu du contexte réglementaire. Merci Maïté et merci pour cet éclairage Thierry. Effectivement, dans ce contexte extrêmement tendu, et nous on le voit vraiment effectivement tous les jours avec des impacts, vous qui êtes entreprises présentes au webinaire qui sont en commune mesure par rapport à ce qu'on a connu, c'est x2, x3, x5, x10, x12 sur des contrats d'ELEC pour ceux qui n'avaient pas sécurisé leur volume en 2023. Il y a des solutions qui sont une protection par l'Europe ou l'État qui vient d'être évoqué, et une autre solution qui ne sera pas pour 2023, parce qu'on ne peut pas sortir un projet solaire en 6 mois, mais qui sera pour 2024 possiblement, c'est effectivement d'aller vers de l'autoconsommation solaire. Donc il y a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est extrêmement favorable. Un déploiement de l'autoconsommation, pour rappel, c'est produire et consommer sur place une part de son énergie de façon décentralisée et décarbonée, en circuit court, avec vraiment une accélération depuis quelques années. Donc ça, c'est le marché de l'autoconsommation en France, qui continue à s'accélérer de façon exponentielle. Je te laisse passer, Maïté, s'il te plaît. Juste avant, voilà. Et du coup, on a vraiment un fort soutien politique, et surtout depuis cette année, avec cette fameuse souveraineté énergétique dont on entend parler depuis quelques mois. Et on a finalement 3 cadres assez différents, des contrats vraiment de gré à gré, qui concernent toutes les puissances, des installations solaires photovoltaïques au sol, en toiture ou en ombrière. Aucun soutien public et je dirais que presque en particulier, ça concerne en tout cas les centrales au sol de moins de 500 kW crête en autoconsommation, puisqu'il n'y a aucun cadre réglementaire pour cette tranche-là. Ensuite, que ça soit pour les appels d'offres de la Creux en autoconsommation ou en injection sur le réseau, qui est le mécanisme historique, à partir de 500 kg jusqu'à 10 mégas, voire au-delà, on a des appels d'offres où on va effectivement parier sur un tarif qui va être une forme de soutien de l'État avec une prime de l'énergie pour la partie autoconsommée pendant 10 ans et surtout la valorisation du surplus, parce qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, on ne pouvait pas réinjecter l'énergie sur le réseau, ce qui limitait fortement la possibilité et la taille des installations. Voilà. Et ça fait effectivement 2 ans que ces mécanismes ont été modifiés. Et depuis 1 an, l'arrêté tarifaire S21, qui concerne les petites centrales, entre guillemets, de moins de 500 kW crête, mais qui va quand même représenter peut-être 90% du marché chez les industriels, uniquement sur les toitures et les ombrières. Et là, on a un mécanisme extrêmement souple qui permet de faire soit de l'autoconsommation, soit de l'injection en totalité, soit de l'autoconsommation avec revente de surplus, un contrat avec une prime garantie par l'État pendant 20 ans, et en plus la réversibilité en cours de contrat. Donc si dans 10 ans, dans 12 ans, le prix de l'énergie est redescendu à 30 € du mégawattheure, c'est peu probable, mais on peut toujours rêver, vous pouvez basculer en injectant l'énergie sur le réseau. Donc c'est vraiment un mécanisme extrêmement complet, extrêmement souple et qui s'est fortement libéralisé depuis maintenant 1 an ou 2 ans. Cette évolution effectivement du cadre réglementaire S21, dans le détail, effectivement,
vous l'ai dit, c'est pour les bâtiments et les ombrières. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a aucune limite, hein. On n'est pas limité à 50% de revente, comme c'est le cas pour les appels d'offres de la CRE qu'on a vu précédemment. Aucun seuil minimum et maximum. Et je voulais faire un petit focus sur un décret qui a été voté le 2 août de cette année, hein. Donc beaucoup de mesures sur l'accélération de la transition énergétique, dont une en particulier qui concerne les petits projets entre 300 kW/4 et 1 MW/4 au sol, en autoconsommation, hein, uniquement. Donc il faut en face un industriel qui consomme plusieurs gigawattheures par an à minima. Et on a une exemption d'études d'impact environnemental qui a au final beaucoup de conséquences, puisque un projet au sol jusqu'à présent de 500 kg, 700 kg, 1 méga, c'était 3 ans minimum de développement, avec 1 an d'études d'impact, 1 an de permis de construire, enquête publique, etc. Et là, on est sur des projets qui peuvent sortir en 12 mois. Donc, c'est vraiment le cœur de cette loi, l'accélération de la transition. Et là, en l'occurrence, vraiment très bien vu sur un décret qui a été voté cet été et qui permet d'aller beaucoup plus vite sur le déploiement des projets. On a beaucoup de bénéfices complémentaires sur l'autoconsommation en particulier. L'ancien monde, c'était en revend sur le réseau, et finalement, c'était plutôt une opération RSE, mais surtout financière, hein. On vous construit un bâtiment et en plus, quel argent on va vous donner pour exploiter votre toiture. Aujourd'hui, on a un décret tertiaire qui devait rentrer en vigueur en 2021, puis en 2022. C'était en septembre la deadline, elle est repoussée en décembre, hein, c'est vraiment demain, qui demande 40% de baisse sur tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². L'autoconsommation entre directement dans la baisse de cette assiette de consommation. Donc ça, c'est vraiment un point tout à fait positif. On a la loi climat et résilience qui demande que tous les bâtiments de plus de 1000 m² soient équipés à 30% de leur toiture en production d'énergie renouvelable ou végétalisation. Donc le solaire photovoltaïque, là encore, est une réponse à cette loi et cette obligation. Et avec en plus des solutions anti-investissement, ça vous permet d'avoir à coût zéro et avec un bénéfice économique la réponse à la loi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et pour les ombrières de parking, on a également le double bénéfice de protéger les véhicules des intempéries du soleil, d'être sur une surface qui est déjà anthropisée, qui est déjà imperméabilisée. Donc, on protège aussi, nous en tout cas dans notre philosophie, toutes les terres agricoles, et on préfère équiper des toitures et des ombrières plutôt d'aller chercher des champs solaires photovoltaïques pour supprimer des terres agricoles. Donc, c'est tout à fait logique. Et petite nouveauté, on a aujourd'hui une loi qui a été votée au Sénat pour l'instant, hein, pas encore à l'Assemblée nationale, le 4 novembre, qui va porter sur l'obligation d'installer 50% d'ombrières solaires photovoltaïques sur les parkings à partir de 80 places. Donc ça va vraiment dans le sens de l'histoire, et c'est un bénéfice du coup qui n'est pas simple mais qui est multiple, avec un cadre qui s'est vraiment ouvert. Et je laisse la parole à Sodergia. Ah oui, merci d'avoir jeté le relais. Merci Lionel. Donc, petit rappel des objectifs de réduction imposés par le décret tertiaire. Donc, dans un premier temps, qui sont les assujettis? On va retrouver les bâtiments ayant une surface tertiaire de plus de 1000 m². On va également retrouver toutes les parties d'un bâtiment qui possède un usage tertiaire de plus de 1000 m². Donc là, c'est quand on est avec des bâtiments avec des usages mixtes. Et pour finir, les ensembles de bâtiments dans le cumul des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m². Donc, 3 objectifs différents pour 3 échéances. Donc, moins 40% d'économie d'énergie pour 2030, moins 50% pour 2040 et moins 60% pour 2050. Tout ça en énergie finale. Et quelques
quelques exemptions au dispositif, donc les constructions provisoires, les lieux de culte, les bâtiments à des fins de sécurité civile, de défense, etc. Donc, quelques précisions. Suite à la mise à jour de la FAQ de l'ADEME, donc, comme Lionel l'a précisé, donc, le report de l'obligation des déclarations des consommations de 2020, 2021 et de l'année de référence. Donc, cette obligation est reportée au 31 décembre donc, de cette année. Pour rappel, l'année de référence doit se situer entre 2010 et 2019, 2020 étant une année blanche à cause du Covid. Pour les sites qui n'ont pas de données, de mesures sur cette période-là, la situation de référence peut être reconstituée partiellement à l'aide de campagnes de mesures, de mise en place de sous-comptage et à défaut par une simulation thermique dynamique. Sachant que ces données devront être corrélées aux données d'activité historique pour vraiment reconstituer l'année de référence. Et pour finir, donc, les surfaces tertiaires, pour rappel, sur les sites industriels sont également assujetties. Donc, on va retrouver tout ce qui est bureaux, logistique, bâtiments de stockage, restaurants d'entreprise, data center, etc. Je suis revenu en arrière, non? Voilà, je pense. Ouais. Là, c'était là où on était. Et tu avais bien 2 slides, Grégory? Ouais, c'est bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup pour ces éléments d'ordre réglementaire. On a déjà pris un petit peu de retard. Donc, je vous propose qu'on passe vite à la suite. À nouveau, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou sinon, on les prendra toutes à la fin à partir de 9h30. Je vous propose du coup qu'on voit maintenant en quoi consiste le dispositif Diag-Ecoflux, qui est un dispositif qui peut vous aider à faire un diagnostic avant de mettre en place des solutions qui vous permettront de réduire vos consommations et vos coûts. Et qui est un dispositif qui ne touche pas que l'énergie qu'on trouve intéressant, enfin, que moi en tout cas personnellement je trouve hyper intéressant parce qu'il concerne l'énergie, l'eau, les déchets, etc. Adèle, Mathieu, je ne sais pas qui commence pour présenter. C'est un dispositif en fait qui est géré à la fois par la CMAR et la BPI, d'où le fait qu'on ait 2 intervenants. Merci Maïté. Juste peut-être pour dire un mot d'introduction, c'est un dispositif qui était piloté par l'ADEME précédemment, et pour le rendre plus accessible à la fois aux artisans, aux TPE, aux PME, etc., l'ADEME s'est tournée à la fois vers la Chambre des métiers, qui connaît évidemment mieux le tissu artisanal, et aussi vers BPI pour ce qui est plutôt des entreprises PME. Donc, ça vise le même objectif, c'est de permettre aux sites que nous aurons le plaisir d'auditer de définir des actions permettant de réduire les consommations de flux. Ça concerne évidemment l'énergie, qui est un sujet majeur et qui est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi qui intègre les sujets de matière, d'eau et de valorisation des déchets. Donc, selon la taille du site en question, vous avez un référent côté Chambre des métiers, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment vous adresser à BPI France pour le réaliser. Comme on a assez peu de temps, l'idée de ces diagnostics, quand il s'agit de la Chambre des métiers, je laisserai bien évidemment Adèle le préciser plus en détail. Quand il s'agit du Diag-Ecoflux réalisé par BPI France, on s'est entouré de bureaux d'études spécialisés, habilités par nos services pour réaliser in situ ce diagnostic. Donc, ça passe par plusieurs étapes. C'est une analyse des flux d'un site donné. Donc, quand on parle de site, on parle bien d'un site d'exploitation. Donc, on peut réaliser pour certaines entreprises qui le souhaitent différents Diag-Ecoflux. Ils sont dans tous les cas subventionnés à hauteur de 50% par l'ADEME de cette démarche-là. Et ils visent à permettre d'identifier, d'analyser et de préconiser des actions
humaine, on va dire, et puis plus en profondeur des investissements qui vont permettre un retour sur investissement. L'enjeu majeur, c'est de réaliser des économies en faisant de la chasse au gaspillage ou en optimisant ce qui peut l'être au sein d'un site donné. Adèle, si tu souhaites peut-être compléter dans le cadre de la démarche CMA. Alors, dans la démarche, en fait, est la même, disons, le déroulé les différentes étapes, donc la visite en entreprise, etc. Ce qui change essentiellement, déjà, c'est le public visé, donc nous, c'est les entreprises de moins de 10 salariés, et aussi le coût de ces prestations qui est largement subventionné dans notre cas. Voilà, c'est les principales. Sinon, en fait, le mode opératoire, on va dire, est le même. Peut-être Maïté, si sur les slides suivantes, peut-être pas celle-ci, celle d'après. Voilà, c'est une démarche qui s'effectue en plusieurs temps. L'idée, c'est vraiment d'analyser vos pratiques sur le site de production, d'en tirer, grâce à l'expertise déployée, des enseignements pour vous chiffrer des investissements à la fois financiers, mais aussi des investissements humains qui peuvent passer par des pratiques in situ, et puis de vous chiffrer aussi le retour sur investissement pour vous aider à piloter un plan d'action qui passe par des investissements qui peuvent être de l'autoconsommation à la clé, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision la plus exhaustive possible. La slide suivante, Maïté, si tu veux bien, c'est peut-être celle qui est la plus intéressante par rapport à tout ce qui a été déployé depuis 2019 dans le cadre de ce nouveau rapport ADEME, d'un côté les chambres des métiers, de l'autre côté BPI France et certaines CCI également, qui rejoignent la démarche pour les entreprises qui comptent moins de 20 salariés. Pour ce qui est de la CCI, ce sont les économies qu'on a pu observer sur un panel d'à peu près 1000 entreprises qui sont allées au bout de cette démarche-là. Ce sont les économies générées. Donc, sur les énergies, puisqu'on parle des énergies, on a pu constater des résultats avec des économies d'environ 17%. Sur l'eau, qui est également un gros poste, selon la configuration de l'exploitation, bien entendu, c'est certain que si on est une entreprise industrielle qui a besoin de beaucoup d'eau, un restaurant, un hôtel ou j'en passe, forcément, il y a des impacts. C'est moins le cas pour des bâtiments tertiaires, c'est évident. Et sur la production des déchets, là encore, un sujet important sur la valorisation qui ne l'était peut-être pas ou pas suffisamment et qui a permis effectivement d'avoir de vraies économies sur ces sujets-là. Voilà, je resterai court dans ces propos-là, et évidemment à votre disposition à l'issue de cet échange et au-delà pour vous apporter toute précision. Merci beaucoup. Adèle, tu veux redire un mot? Non, du coup, tu peux passer parce que j'ai expliqué la nuance. Donc, c'est essentiellement aussi que nous, on fait pas appel à des. La Chambre des métiers fait pas appel à des bureaux d'études. C'est les conseillers de l'environnement de la Chambre, en fait, qui font ces diagnostics-là. Puisqu'en général, c'est sur des plus petites structures quand même. Mais sinon, le mode opératoire et ce qu'il y a à retenir sur les économies, c'est la même chose. Donc, je répondrai aux questions s'il y en a plus tard. Ça marche. Merci Merci. beaucoup à tous les deux pour cette présentation. À nouveau, s'il y a des questions, on les prendra à la fin. Et on va passer maintenant aux solutions du réseau, parce qu'il en existe quand même beaucoup pour vous aider à réduire coûts et consommation d'énergie. Et on va commencer tout de suite avec Yann de la société ERA. Oui, merci Maïté. Donc, l'objectif à mon niveau donc, est de mettre en relation les éléments du décret tertiaire qui ont été présentés par Grégory. Et face aux enjeux du décret tertiaire, quelles sont les solutions apportées en termes de monitoring et d'optimisation par rapport à ce décret. Donc, dans la mise en application, on l'a vu, donc, est au 31 décembre 2022. Et à plus long terme, nous avons le décret BAX, donc, qui se présente donc, en ligne de mire, donc, pour tout ce qui est gestion technique centralisée, donc, pour 2025. Donc, je dirais que le premier objectif donc, est d'associer cette obligation réglementaire à une dynamique RSE au niveau de l'entreprise.
Et pour cela, donc, ce que je recommande avant tout, donc, c'est d'avoir une organisation qui reste la plus agile possible et de penser donc la mise en conformité liée au niveau du décret tertiaire, donc avec une stratégie de baisse de consommation donc, qui peut se mettre donc bien entendu par 3 leviers: l'efficacité, la sobriété et l'optimisation. Et je donnerai donc 2 exemples concrets pour illustrer donc parfois donc les problématiques que vous pouvez rencontrer donc en fonction de la situation de votre entreprise ou de votre organisation. Donc la première, c'est la difficulté à identifier le patrimoine concerné, notamment si l'on se place dans le cas présent donc du côté d'un locataire. Donc il est important de considérer donc et de voir comment se situe l'activité donc dans un bâtiment à usage mixte, donc de la nécessité de se renseigner aussi auprès de votre propriétaire, de la copropriété ou du syndic, pour bien identifier le cumul des surfaces donc tertiaires présentes dans le bâtiment. Parce que c'est ce qui déterminera le fait d'être assujetti ou non donc à ce décret. Donc, et dans la même logique, donc le deuxième exemple, c'est donc la répartition des actions entre propriétaires et locataires. Que vous soyez propriétaire, par exemple, il peut s'agir de foncières immobilières, familiales ou de plus grands groupes, ou donc de locataires multisites. Donc, il est très, très important de bien identifier et de clarifier les obligations de chaque partie prenante donc sur le sujet du décret tertiaire, et notamment par rapport aux démarches qui doivent être établies donc sur la plateforme opérate. Donc, par rapport à ces enjeux, donc, nous accompagnons donc les entreprises donc, sur la mise en œuvre de solutions de monitoring. Et aujourd'hui, il existe effectivement plusieurs plateformes de management de l'énergie sur le marché français, donc, qui se révèlent comme indispensables pour optimiser la consommation énergétique des parcs tertiaires privés ou publics. Donc, l'objectif au travers de ces solutions donc, de plateforme de management de l'énergie, d'une part, c'est de centraliser les données. Donc, une centralisation qui permet finalement de visualiser concrètement et d'intégrer les flux en continu et de la nécessité, là aussi, donc, lorsqu'on est propriétaire, par exemple, foncier donc de plusieurs sites avec des multilocataires, bien entendu, donc, il y a des changements donc, donc de preneurs et la responsabilité là, du propriétaire est très importante puisque l'engagement, comme on l'a vu, donc, est pluriannuel et fixé donc jusqu'à horizon 2050. Donc, Yann, pardon, tu me dis hein, quand je change les slides. Oui, tu peux passer, oui, tout à fait. Tu peux passer. Et je passe celle-là aussi. Oui, voilà, ouais. Exactement. Et voilà, donc concrètement, donc, en termes de pilotage et donc de management de projet, donc nous travaillons sur des projets donc en 5 étapes où nous définissons donc au travers d'une réunion de lancement quels sont les objectifs donc du client avec la définition bien entendu donc de son périmètre immobilier comme on l'a vu. Donc au travers donc d'une réunion donc EFA donc c'est un terme un peu donc un acronyme des entités fonctionnelles administratives donc qui permettent de préciser donc quelles sont les structures donc à intégrer dans la déclaration du décret tertiaire et ensuite donc nous déterminons les éléments plus techniques donc que ce soit les consommations en valeur absolue ou valeur relative et in fine donc la détermination de l'année de référence qui servira donc de point de mesure aux futures économies donc sur donc les horizons qui ont été présentés par Grégory, à savoir 2030, 2040 et 2050, et donc un objectif de réduction in fine de 60% au global. Voilà Maïté, tu peux passer. Donc pour finaliser, donc une fois donc la déclaration effectuée, donc cette déclaration elle doit être réalisée en année 1, donc sur la fin 2022. Et ensuite, c'est une déclaration annuelle
Donc, la facilité également au travers des plateformes de management de l'énergie, c'est que ces systèmes vous permettent donc, de faire une télédéclaration donc automatique, donc qui sera finalement au travers d'une simple actualisation télétransmise sur la plateforme Opérate de l'ADEME. Et sur cette base, donc, nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre donc, de solutions donc, au travers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'énergie management donc, par rapport justement aux objectifs généraux qui sont recherchés et qui ont pour objectif, bien entendu, d'atteindre l'objectif qui a été fixé donc, au démarrage du projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yann. Alors, une autre solution avec Lionel de CVE, on va revenir sur l'autoconsommation. Je rebranche mon micro et ma caméra. Merci Maïté. Je n'ai pas prévu de slide sur CVE parce qu'on a une présentation qu'on pourra vous envoyer avec qui on est, ce qu'on fait. Je ne vais pas vous faire l'œuvre et la vie de CVE en 10 volumes. Nous, on est un producteur indépendant d'énergie basé à Marseille, place de la Joliette, multi-énergie, multi-pays. Et pour notre offre de consommation solaire, on était effectivement relativement pionnier puisque c'est des choses qui, comme je le disais précédemment, étaient très peu connues du marché, très confidentielles il y a encore 2 ou 3 ans. Je te laisse avancer du coup, Maïté, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est l'autoconsommation? C'est vraiment rien de plus simple. On n'a pas inventé la roue. Je crois que c'est à peu près il y a 5000 ans qu'on a commencé l'autoconsommation avec les consommations au fil de l'eau hydroélectrique notamment. Donc, c'est produire et consommer sur place son énergie, ou en tout cas une part de son énergie. Donc, aujourd'hui, la majorité des entreprises sont fournies à 100% par le réseau. Et là, on parle effectivement, je te laisse peut-être juste cliquer parce que je pense que j'ai une animation qui est préparue, Maïté. Effectivement, aujourd'hui, merci. L'entreprise qui va mettre des panneaux solaires sur sa toiture, sur son parking, sur un bout de foncier au fond du jardin, va pouvoir produire et consommer sur place entre 10 et 30% de la consommation. Et même aujourd'hui, sur le cadre S21, donc les projets de moins de 500 kg, vu qu'il n'y a aucune limite dans la revente, on peut très largement surdimensionner l'installation. Et moi, j'ai un projet concret là où on est à 36% d'autoconso. Donc, on peut même aller jusqu'à 40, voire 50%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va plus parler de prix d'électrons, mais on va parler de prix d'énergie. Thierry parlait précédemment de taxes, donc ex-CSPE ou TICFE, qui s'appelle maintenant droit d'accise, qui n'est pas comprise dedans. Également la TURPE. Si je devais utiliser une comparaison ou une image, vous ne prenez pas l'autoroute, donc vous ne payez pas le péage. Donc, l'autoconsommation, c'est vraiment du net pour vous et c'est ce modèle économique qui fait que justement on trouve un bénéfice économique intéressant pour vous. Donc, voilà le principe. Je te laisse passer, Maïté, s'il te plaît. Donc, ensuite, on a beaucoup parlé depuis quelques années, effectivement, d'image RSE, d'amélioration de la RSE de l'entreprise, de l'image, réduire les émissions de CO2. J'ai parlé précédemment de la réglementation, mais aujourd'hui, effectivement, réduire et maîtriser la facture énergétique, c'est un enjeu majeur et même stratégique, parce que quand on parle de x10 sur une facture, on parle de remettre en cause la pérennité même de l'entreprise. Et renforcer son autonomie, c'est vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui. Je te laisse avancer, Maïté, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on a plusieurs typologies de projets et qui correspondent chacun d'ailleurs à des prix. Alors, en toute transparence, moi je vous ai mis des prix qu'on voit en vert entre 0,6 et 0,7, c'est plutôt entre 0,6 maintenant et 0,9 euros du watt crête pour les centrales au sol, autour de 1 euro, 1,20 € pour les ombrières et plutôt autour d'1,50 € sur des bâtiments à rénover qui sont effectivement aujourd'hui les projets les plus compliqués. Donc, les centrales au sol, le cadre réglementaire, c'est largement ouvert sur les projets de moins d'1 mégawatt crête. Donc, ça représente aujourd'hui une niche, pour nous, de projets, mais finalement
un grand nombre d'entreprises, parce qu'il suffit d'avoir entre 2000 mètres et 10 000 mètres carrés de disponibles, et on peut faire de l'autoproduction avec une centrale au sol, avec un temps long au-delà d'1 méga, mais un temps court en dessous d'1 méga. Et revenez vers moi si vous voulez en savoir plus, parce qu'on a des solutions tout à fait pertinentes avec des durées d'engagement courtes, ce qui est assez innovant sur le marché. Les ombrières de parking, on traite nous plutôt à partir de 100 places, même si je vous ai dit que la loi précédemment parlait de 80 places, ça correspond à peu près à 250 kW de crête de puissance. Et là aussi, c'est toujours intéressant de mutualiser les logiques et les projets et de penser aux bornes de recharge électrique, qui est une autre obligation qui est la loi LOM, sur laquelle vous devrez vous mettre en conformité avant 2025 et qui va aussi dans l'air du temps. Et pour les bâtiments, vraiment, c'est important que tous les bâtiments neufs, vous anticipiez le PV ready ou le solaire ready. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce qui est pris en amont est vraiment très très simple, et que vous n'oubliez pas de prévoir les panneaux solaires sur la toiture des bâtiments que vous allez construire. Et j'ai vu qu'il y a un problème de typo, c'est profiter d'une rénovation. il manque rénovation en bas. Et voilà, et profiter vraiment d'une rénovation de toiture pour inclure également le projet solaire actuel ou futur, parce que c'est vraiment comme ça que c'est le plus économiquement intéressant. Je te laisse passer et voilà, j'en ai fini. Le but c'était d'être très, très synthétique, donc j'en ai fini pour ma partie. Merci beaucoup. Et je laisse la main à Alice. Merci Lionel. Donc moi je vais enchaîner avec toujours l'autoconsommation, mais plutôt d'un point de vue collectif. Maïté, tu peux passer sur la slide suivante s'il te plaît. Donc nous, moi je représente Serenison, je suis directrice du développement pour Serenison. C'est vrai que l'énergie, on en parle beaucoup en ce moment, on en a tous besoin, mais pas forcément de la même manière, pas forcément au même moment. Donc l'idée c'est que vraiment, nous on essaie de développer en fait des circuits courts de l'énergie. Et pour cela, en fait, on va créer des communautés d'énergie renouvelable. Et dans ces communautés, on rassemble à la fois des acteurs qui vont être des producteurs d'électricité, des consommateurs et également tous ceux qui veulent participer au financement de ces projets. Donc, en fait, on essaie de réfléchir à l'énergie de manière collective. Et je vous explique sur la slide suivante comment on peut faire ça. Donc, à l'échelle d'un territoire, d'une zone d'activité, d'une collectivité, on réfléchit en fait aux bâtiments qui peuvent être équipés de panneaux photovoltaïques. Donc, ça peut être, comme le disait Lionel tout à l'heure, des ombrières, un parc au sol ou des entreprises qui équipent leur toiture, qui vont donc produire une énergie renouvelable. Et ensuite, cette énergie, elle est autoconsommée par les producteurs et le surplus est valorisé auprès des voisins qui sont à proximité. Donc, ça permet en fait un certain nombre d'avantages, de générer de l'énergie à un tarif avantageux et aussi qui est maîtrisé dans le temps. L'ancrage territorial de l'entreprise, bien sûr, ça répond aussi à sa démarche responsable dans le cadre de la stratégie RSE. Ce qui est important aussi, c'est de dire que l'autoconsommation individuelle, comme le disait Lionel tout à l'heure, ça permet aussi de contribuer aux obligations du décret tertiaire, donc c'est important aussi de le signaler. Et finalement, ces systèmes, ils permettent aux entreprises des choses différentes. Soit je suis producteur parce que je peux équiper ma toiture ou j'ai des parkings pour mettre des ombrières pour produire ma propre énergie, ça c'est une première chose. Donc je consomme ma propre énergie, je valorise mon surplus auprès de mes voisins, donc auprès des entreprises qui sont à côté. Et pour les entreprises qui n'ont pas les moyens ou pas le foncier ou pas les bâtiments pour s'équiper de photovoltaïque, elles vont pouvoir consommer l'énergie qui est produite sur la toiture du voisin, par exemple. Donc ça, ce sont des systèmes que l'on développe. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc la slide suivante, la première communauté donc, qui a été développée dans la région, c'est sur la commune de Cabriès-Calas. Donc c'est une communauté qui est en service depuis 1 an. Dans lequel il va y avoir à terme 4 centrales photovoltaïques. Vous voyez la première, il y en a déjà une deuxième qui a été inaugurée il y a peu de temps. Donc celle-ci est installée sur un groupe scolaire. Le groupe scolaire autoconsomme sa propre énergie. Donc là, en l'occurrence, l'installation est maximisée. Donc on monte jusqu'à 60% de ses besoins. Et le surplus, ensuite, est partagé avec les habitants du quartier, les autres entreprises, les commerçants. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vous montre un deuxième exemple qui est sur le territoire de Marseille, qui est encore un projet à l'étude, qui n'est pas encore en fonctionnement. On a été sollicité par la Cité des Arbres de la Rue, qui s'interroge pour équiper ses toitures et partager le surplus de production avec les acteurs autour. Et donc, ça peut intéresser d'autres entreprises sur le territoire ou bien des bâtiments municipaux qui, eux aussi, peuvent
entrer dans cette communauté en s'équipant de panneaux solaires ou simplement en consommant. Et ça peut aussi permettre d'alimenter en énergie verte des particuliers qui seraient à proximité. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir au niveau du territoire, voir quels sont les potentiels de production disponibles et les consommateurs disponibles. Et on met en relation ces différentes personnes. Du coup, on peut passer sur la slide suivante. Donc, nous, en fait, notre offre, très rapidement, c'est qu'on va du montage des communautés jusqu'à leur gestion dans le temps. Donc, ça passe par l'analyse du territoire et toute la modélisation, en fait, à la fois de la production et de la consommation des différents acteurs. Et ensuite, on va gérer vraiment pour les différents acteurs toute la tringlerie, tous les systèmes de répartition d'énergie, de structuration de la communauté, d'adhésion des participants, etc. Et tout ça, on va le faire vivre dans le temps, puisqu'une communauté, c'est plusieurs années de gestion, puisqu'on va installer des panneaux solaires et qu'on va devoir trouver dans le temps des consommateurs pour cette énergie. Voilà, je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure si vous en avez. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Alice. Et on va passer maintenant avec Collectif Énergie qui a une offre d'achat groupé. C'est ça. Du coup, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est la première fois que je parle. Oui, c'est tout bon. Ok. Donc, oui, nous, on est Collectif Énergie. Sur la slide de juste après, donc je vous présente rapidement la structure, c'est-à-dire qu'on est une structure de conseil en achat d'énergie. Composé de 75 collaborateurs à travers la France, avec un siège qui est basé à Nantes. On a 6 agences aujourd'hui, dont celle de Marseille qui existe depuis un peu plus d'1 an. On travaillait déjà sur le territoire de la région PACA avant, mais à distance, et on a ressenti auprès de nos clients un besoin de proximité, d'où l'ouverture de cette agence et de nouveaux partenariats comme celui avec Capodor Entreprendre. Aujourd'hui, on est soutenu par la BPI. Et notre vision, c'est que le collectif permet d'accéder à un certain nombre de solutions sur les achats d'énergie, sur l'optimisation de la facture dans sa globalité, puisqu'il y a certaines options, certaines solutions qui sont habituellement réservées aux entreprises très, très énergivores qu'on essaye de mettre à disposition des entreprises un peu plus petites. Et Maïté, tu peux passer à la slide suivante. Le marché, je le fais rapidement, mais M. Van der Donck, tout à l'heure, d'EDF, a déjà parlé dessus. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui influencent le marché et donc la composition de votre prix sur votre facture. C'est un niveau d'offre, un niveau de demande. C'est un marché comme un autre. Niveau d'offre, donc tout ce qui est production, les facteurs des matières premières de production aussi. Donc, tout à l'heure, M. Van der Donck parlait de la centrale à gaz qui peut être appelée pour produire de l'électricité en ce moment. Donc, le prix du gaz peut influencer. Et il y a aussi un niveau de demande, c'est-à-dire au niveau des perspectives économiques françaises, européennes et mondiales. Si je prends un exemple dont tout le monde se souvient très bien, c'est le premier confinement. Le niveau de demande a chuté pour un niveau de production qui est resté le même et donc les prix ont baissé. On peut passer à la slide suivante sur laquelle je pense que je ne vais pas m'arrêter parce que voilà, M. Van der Donck l'a très bien présenté tout à l'heure. Celle-ci aussi. Et donc voilà, la composition du prix aujourd'hui, donc comme l'a expliqué l'intervenant EDF tout à l'heure, il y a plusieurs parts. Il y a les taxes, il y a l'acheminement et il y a le sourcing, le prix du marché. Dans ce prix du marché, le prix qu'on qualifie de prix électron, il y a une grande partie qui est donc le prix de marché français, auquel vient s'ajouter la marge commerciale et la couverture de risque des fournisseurs, des prestataires. Aujourd'hui, quand on fait un appel d'offres classique, qu'on essaye de consulter les fournisseurs, qu'une entreprise se dit je vais consulter 4-5 fournisseurs, à un moment T, elle agit sur la partie rouge qui est affichée à l'écran. Une entreprise qui essaye plutôt d'avoir une stratégie d'achat, donc c'est ces sujets sur lesquels on accompagne, mettre en place une stratégie d'achat pour les entreprises, et elle va peut-être avoir un suivi sur le marché, accéder à des options comme la prise de position en plusieurs fois, et donc essayer d'avoir un impact, même si on n'a pas de baguette magique et qu'on ne peut pas contrôler le marché, mais d'avoir un impact sur les 90% restants. Via les dispositifs qu'a expliqué tout à l'heure EDF, à savoir l'AREN et donc le marché, qui sont 2 composantes sur lesquelles on peut agir pour composer le prix d'une entreprise. On peut passer à la slide suivante.
On a pris un exemple concret, donc assez bref, que je vais expliquer assez rapidement. On accompagne donc les fédérations de boulangers. Les boulangers sont des petites entreprises, mais ils ont, au vu de leur taille d'entreprise, quand même une consommation qui est assez importante. Donc, pour exemple, un boulanger qu'on a signé en 2019, on prend toujours le même cas. C'est un cas concret d'un boulanger qui a été accompagné par Collectif Énergie en 2019, qui a obtenu un prix à 53 € du mégawattheure. En mars 2020, lors du premier confinement, ce prix a pu être renégocié à la baisse à 49 € du mégawattheure. Et ce même boulanger sur lequel on a refait une simulation, puisqu'il n'avait pas verrouillé toutes ces années, contrairement au conseil de Collectif Énergie pendant la période Covid, s'est retrouvé avec un prix nettement plus élevé, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, pour une boulangerie, il payait 33 000 € de facture annuelle, alors qu'avant, on payait moins de 10 000 €. C'est une situation qui est très compliquée. C'est une situation qui n'est pas vivable pour un grand nombre de boulangeries. D'où l'intérêt, même quand on est une plus petite structure, de se faire accompagner sur ces sujets et surtout de faire confiance aux experts qui travaillent sur l'accompagnement sur le marché de l'énergie. Et comme c'est écrit juste en bas, un budget énergie qui explose pour une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ça peut être un risque de faillite pour cette dernière. Et on peut passer à la slide suivante. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que les solutions qu'on a, elles s'entremêlent toutes les unes entre les autres, c'est-à-dire qu'on a la première solution qui est le regroupement. Donc le regroupement, ça permet quoi? Ça permet deux choses. Ça permet de négocier les marges, même si, comme on l'a vu avant, ce n'est pas la partie la plus importante du prix, mais ça permet de négocier les marges, d'avoir des marges qui sont attractives. Je prends un exemple, on a réalisé il y a maintenant 2 ou 3 semaines un achat groupé pour les campings de France. On a regroupé entre 6 et 700 campings. Et donc voilà, c'est quand on se présente avec entre 6 et 700 campings auprès des fournisseurs, on arrive à avoir des prix négociés, des solutions qui sont plus intéressantes qu'un camping seul qui se serait présenté devant ces mêmes fournisseurs. Deuxième point que je viens aussi d'évoquer, c'est qu'on permet d'avoir des solutions. Au-delà de négocier la marge, il y a des solutions de contrat, des types de contrats, notamment la prise de position en plusieurs fois, qui permettent, qui sont accessibles aux entreprises très énergivores, mais pas à un camping tout seul de son côté, et pas à une entreprise de petite taille ou même de moyenne taille toute seule de son côté. Et le reste, en fait, c'est tout ce qui est stratégie d'achat et optimisation de la facture globale, c'est-à-dire entremêler le tout, savoir qu'il y a des moments où ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet, que de lisser son prix, c'est quelque chose d'intéressant aussi, que de faire attention aux dispositifs qu'on met en place, notamment donc, à tous les dispositifs qui ont été évoqués avant. C'est-à-dire que mettre en place un dispositif d'autoconsommation, c'est bien, mais être accompagné par un acteur qui sait l'impact que ça va avoir sur le prix, notamment sur le profil de consommation, sur la réduction des volumes à Rennes en cas de certaines installations. C'est très important en fait, d'avoir une vision globale. Donc aujourd'hui, Collectif Énergie, on essaye d'agir sur les 3 leviers qui sont à notre disposition, à savoir la marge commerciale, le profil du consommateur et le prix du marché. C'est les 3 composantes d'une formule, c'est les 3 facteurs d'une formule de prix. Aujourd'hui, il y a le prix du marché qui est multiplié par le profil de consommation. Je fais une formule grossière, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le prix du marché, le profil de consommation et la donne, donc la marge et la couverture de risque. Et aujourd'hui, notre but, c'est de créer une synergie sur ces 3 points pour avoir une optimisation maximum de la facture d'énergie. Et je crois que c'était la dernière slide. Donc voilà, je laisse la parole à M. Van der Nont. Tout à fait. Merci Antoine. Et Thierry, t'en prie. Merci. Donc, moi, je vais essayer de vous résumer l'ensemble des solutions sur lesquelles EDF peut vous accompagner. Et je vais essayer de vous résumer un petit peu les différentes solutions que vous avez à votre disposition et faire un point de définition. Donc, il y a 3 axes. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Le deuxième, la sobriété, dont on a parlé, et la Première ministre en a parlé cet été. Et puis enfin, l'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est? On en parle beaucoup, que l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est finalement d'avoir un usage équivalent, mais de changer le matériel que vous avez.
donne un exemple basique. Hein. Vous avez un éclairage, cet éclairage il est halogène, vous le changez par de la LED, ben, vous allez avoir la même utilisation, voire meilleure en termes de qualité, mais vous ne changez pas votre comportement et vous allez faire de l'économie d'énergie. Ça, c'est valable dans l'ensemble des entreprises à différents niveaux et on a plein de dispositifs d'accompagnement pour ça, y compris certificat d'économie d'énergie. La deuxième chose, c'est la sobriété. La sobriété, là, on va avoir un usage différent, un comportement différent. C'est-à-dire d'avoir une action dans votre entreprise, de dire, ben voilà, le chauffage est à 21 degrés, je le baisse à 19 degrés, et donc j'ai un changement de comportement. Ce changement de comportement, à chaque degré que vous allez baisser de votre chauffage, vous allez faire 7% d'économie d'énergie. Et puis enfin, le troisième axe, qui est de l'optimisation, où là, on va pouvoir regrouper un certain nombre de choses. D'abord, l'expertise d'EDF sur les contrats, où on va optimiser votre contrat avec des possibilités d'effacement. Vous avez vu qu'il y a aussi des contraintes liées à la production et au risque de coupure. Donc, on va pouvoir optimiser votre contrat. Et dans l'optimisation, je mets aussi effectivement l'autoconsommation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vais passer aux choses, au slide suivant. Et comment on fait? La première des choses que doit faire une entreprise, c'est que finalement, vous recevez votre facture, mais vous naviguez un petit peu à vue. Et la première des choses, c'est de comprendre avant d'agir. Comprendre comment, c'est de mettre en place un système de pilotage. Sans système de pilotage, vous ne pouvez pas savoir comment vous fonctionnez dans votre entreprise. Je donne un exemple tout bête sur un hôtel, Novotel à la Valentine. Vous avez le patron de l'hôtel qui a, grâce à un système de pilotage, pu visualiser que on utilisait sa plaque de cuisson tôt le matin pour que les graisses soient préparées à l'avance, sauf que ça avait un impact de 1 000 € sur sa facture. En visualisant ça, ça lui permet de faire une économie directe. Et ensuite, une fois que vous avez un pilotage, donc là, nous, on a des services de gestion qui sont accessibles à toutes les entreprises, de la plus petite jusqu'à la plus grosse, avec des audits techniques qu'on peut faire dans les industries notamment. Et ensuite, d'avoir une action. Alors, quelle action on peut avoir? D'abord, de mettre en place des systèmes de gestion du bâtiment, d'investir sur les C2E, c'est-à-dire que c'est EDF qui va financer une partie de votre installation. Je donne un exemple, à Heineken qui voulait changer un de ses process de fonctionnement. Pour le même prix, grâce à l'investissement C2E qu'on a eu chez lui, il a pu changer 3 de ses process pour le même montant budgétaire. Et ça c'est une chose qui est vraiment importante. Et puis, on en a parlé, décret tertiaire, l'autoconsommation photovoltaïque qui va pouvoir vous effacer, on a une filiale qui le fait. Voilà. Et puis, une chose toute simple, c'est d'avoir un contrat de fourniture d'énergie. Et ça, c'est capital. Donc, EDF s'est engagé vis-à-vis de l'État à répondre à l'ensemble de ses clients, puisque aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs alternatifs ont abandonné leurs clients, il faut le savoir. Donc, nous, on est dans une crise, j'ai envie de dire, de ressources humaines où on a fait la promesse, même si les gens nous avaient quittés, de pouvoir répondre à une offre de fourniture quand nos concurrents ne pouvaient plus le faire. Et pour ça, on essaie de satisfaire au mieux la demande. Je peux passer au slide suivant qui résume un petit peu la démarche. D'abord, effectivement, de disposer d'une offre adaptée, de répondre à tout le monde avec expertise en optimisant, de comprendre vos consommations. Et une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez dans votre entreprise, d'agir sur ces consommations avec une vision de décarboner vos usages, puisque vous l'avez bien compris, les problématiques de gaz et même de fuel seront un problème majeur à terme et il faudra le compenser avec une décarbonation des usages, notamment aussi le photovoltaïque. Voilà, le dernier slide, vraiment à titre de visualiser, en fait, c'est important d'avoir des services de gestion et ce qu'on propose, c'est que du plus petit client au plus important, on ait un service qui soit adapté et financièrement et en termes de pilotage. Voilà ce que je voulais vous dire pour résumer les offres, puisque je ne vais pas vous rentrer dans le détail, ça il faut le voir avec votre conseiller commercial.
Merci beaucoup Thierry. Et il nous reste une intervention où là maintenant on va plutôt partir sur la partie financement et on va revenir avec Grégory de Sonergia qui va nous parler un peu plus en détail de ces 2 E. Et après on pourra passer au temps d'échange. On est presque à l'heure. Merci Maïté. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps vu le timing. Donc, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, pour réduire vos coûts d'énergie, etc., vous allez devoir donc entreprendre en partie dans des travaux d'économie d'énergie. Donc, il faut savoir que le dispositif des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, vous permet d'obtenir une prime associée à vos travaux d'économie d'énergie. Donc, Sonergia est délégataire du dispositif des C2E. Donc, vous accompagne dans l'élaboration de vos dossiers. Donc, pour vous donner une idée des primes versées en 2021, donc c'est 92 millions d'euros de primes qu'on a versées, donc ce qui correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise. 55% des primes étaient versées donc, au secteur résidentiel, 26% pour l'industrie et 19% dans les autres secteurs. C'est quoi les autres secteurs? Donc, ça va être tout ce qui est tertiaire, on en a parlé, agriculture, transport, réseau de chaleur, etc. Donc, plus de 200 millions d'euros de primes versées depuis 2009. Donc, l'entreprise compte 170 salariés. Donc, le siège est basé à Marseille et on a également une agence à Paris. Donc, voilà, plus de 13 ans d'expérience en tant que délégataire du dispositif. On a une couverture nationale avec des ingénieurs d'affaires dans chaque région. Donc, on est en croissance forte et maîtrisée. Et on est coté C3+, à la Banque de France, ce qui est un gage de santé financière pour le paiement des primes à nos 3 ans. Donc, on vous propose donc une offre technique et financière qui est complète. Donc, une partie ingénierie technique, donc avec un pôle ingénierie et services réparti par utilité. Donc, la partie chauffage dont moi je m'occupe, une partie production de froid, une partie air comprimé, procédé, etc. Vous avez un interlocuteur de proximité tout au long du déroulement de votre dossier. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a des ingénieurs d'affaires qui sont répartis dans toute la France et donc qui vous accompagnent sur la partie commerciale, on va dire. Vous avez également un accompagnement administratif, donc avec un pôle instruction des dossiers. Donc, les ingénieurs d'affaires ont des binômes instruction, donc là, qui vont vous accompagner sur la conformité de votre dossier. Et pour finir, le paiement de la prime via un pôle financier. Et là, voilà, on rappelle qu'on est coté C3+ à la Banque de France pour honorer nos engagements. Donc, voilà pour l'offre technique et financière de Sonergia. Merci beaucoup. Et franchement, 9h40, vu le nombre d'interventions, je pense qu'on a été bon. Merci à tous d'avoir respecté parfaitement le timing qui vous était imposé. Et on peut passer directement aux questions. Alors, on a 2 questions dans le chat. Et après, si certaines personnes veulent prendre la parole, ce sera possible. Il faut juste lever la main. Vous en avez, en fait, il faut cliquer en bas sur réaction pour lever la main et prendre la parole. Sur la première question qu'on avait dans le chat, bien sûr, vous allez recevoir la présentation. Et ensuite, on avait une question de Kadjarat. Peut-être que vous pouvez prendre la parole à l'oral pour réexpliquer votre question. Oui. Ah, pardon. Vous posez votre question. Je crois que ça concernait l'autoconsommation collective, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on vous entend, mais de loin.
Oui, après, je ne peux pas faire plus fort étant au bureau et c'est le micro de l'ordinateur. Ok. Alice, est-ce que tu entends ou donc, du coup, je vais relire la question. Nous sommes en train actuellement de débuter l'accompagnement d'un projet d'autoconsommation collective et la question se pose sur l'achat du matériel. Pour un achat groupé, faut-il que le collectif se structure en entreprise pour que cela soit plus avantageux? Alors, que s'il se structurait en association, est-ce que l'achat groupé de matériel est conseillé? Donc, en fait, je dirais que chaque projet est propre. Chaque projet est différent et ça dépend aussi des intervenants que vous avez dans votre projet. Nous, en l'occurrence, quand on crée une communauté, on crée en général une structure juridique qui gère les achats de matériel pour l'ensemble des structures qui vont s'équiper, mais également un propriétaire peut lui-même en fait décider en fait de s'équiper de ses propres panneaux en faisant ses achats lui-même. Donc en fait, chaque configuration est propre à chaque entreprise et à chaque participant. Mais dans une communauté, on peut, il est plutôt intéressant quand on a des structures à équiper de manière simultanée, effectivement, de négocier des achats simultanément. Mais c'est pas toujours, et en l'occurrence, dans le cas d'une communauté d'énergie renouvelable, c'est assez rare d'ailleurs que tous les acteurs arrivent à s'équiper en même temps. Donc souvent, ce sont des projets par phase où on équipe une première toiture, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième. Donc l'achat groupé n'est pas toujours possible. D'accord, merci. Merci Alice. Est-ce qu'on a d'autres questions? Petite précision aussi, je crois que Thierry Vanderdonk d'EDF doit partir bientôt. Donc si vous avez des questions par rapport au contexte énergétique ou par rapport aux solutions d'EDF, je vous invite à les poser rapidement. Ou si vous avez toute autre question pour nos différents intervenants. J'ai l'impression qu'on n'a pas de questions. Vos présentations ont été très claires. Hyper clair. On en a eu. Alexis, vous pouvez prendre la parole. Mais on ne vous entend pas. Je pense que ça s'adresse à plusieurs d'entre vous. En tout cas, plusieurs peuvent y répondre. Donc, la question d'Alexis, c'est sur une création de bâtiments industriels. Y a-t-il un moyen de créer un regroupement de systèmes de production, géothermie, éolien, panneaux? La question, elle est sur un même site industriel ou à partager avec d'autres entreprises? Sur un même bâtiment, j'ai l'impression. Moi aussi, c'est comme ça que je le comprends, mais... Donc, la question, évidemment, c'est oui, hein, vous pouvez tout à fait... et sur un site industriel, il y a des choses qui sont hyper intéressantes à faire, qui sont d'éviter l'énergie fatale. L'énergie fatale, c'est ce que l'industrie, par son système de production, va créer une chaleur, et cette chaleur, pouvoir la récupérer pour d'autres usages. Voilà, mais on peut effectivement mettre et du panneau photovoltaïque et de la géothermie. Et l'idée, c'est justement d'optimiser les différents systèmes qui sont les plus pertinents pour vous. Mais dans ces cas-là, il y a une étude à faire avec une expertise. Tout à fait. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de s'y pencher le plus en amont possible. Une fois que vous avez signé, après, c'est plus compliqué. L'idée, c'est vraiment de le faire en amont. Et notamment de prendre par exemple des matériels qui sont éligibles au C2E et de les intégrer dans votre appel d'offres. C'est important aussi, Lionel en parlait tout à l'heure, quand on est sur une construction de bâtiment, de tout réfléchir à la possibilité de l'équiper en photovoltaïque, même si on ne le fait pas tout de suite. Prévoir que ce qu'on appelle la toiture soit PV ready, c'est-à-dire l'étanchéité compatible, les bâtiments adaptables en termes de structure, c'est-à-dire que la structure soit suffisante pour supporter le poids de structures photovoltaïques. Ça, c'est intéressant de le concevoir dès la conception, parce que si on ne prévoit pas la bonne étanchéité, des fois, on fait une petite économie de pas grand-chose et ça nous empêche ensuite d'installer des panneaux sur la toiture.
Donc ça, c'est un peu dommage. Oui, merci Alice, bonne précision. Et c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure en abordant le fait que ça soit Solar Ready. Ça paraît extrêmement simple, hein, puisqu'en tant que maître d'ouvrage industriel, vous écrivez un besoin clair. Je veux mettre des panneaux solaires sur ma toiture. Moi, le résultat que j'observe, c'est que 9 fois sur 10, une toiture qui doit être Solar Ready ne l'est pas. Puisque l'architecte, sans aucune critique pour l'architecte, hein, ou le bureau d'études, ou le maître d'œuvre, s'arrête sur je rajoute une surcharge du bâtiment de 20 kg du mètre carré, hein, qui correspond au poids des structures et des panneaux, un peu au prou, et j'ai fait le travail. Sauf que là, j'ai fait 10% visible de l'iceberg, et que le reste, effectivement, Alice, tu le soulignes, c'est non pas si c'est le bâtiment le plus simple du monde, je mets un bac acier sec de 75 centièmes, c'est bon, j'ai tout prévu. Non, non, on ne parle pas de technique, on parle bien de conformité à des normes. On parle bien d'ETN à minima, qui est enquête de technique nouvelle, hein, qui correspond au tampon du bureau de contrôle ou d'avis technique. Et ça nécessite pas grand-chose finalement, mais comme le soulignait Thierry, un accompagnement de professionnels, tel que vous en avez déjà les 3 derniers qui ont pris la parole. Et c'est vraiment important parce que c'est dommage de rater ça, puisque comme le précisait Alice, moi les expériences que j'ai, c'est que sur un bâtiment de 1000 mètres carrés, entre la solution la moins chère du monde vraiment au rabais avec une isolation de mauvaise qualité et une solution PV Ready, on va parler d'un billet de 10 000 euros peut-être sur 1000 mètres carrés, parfois moins, et d'un gain potentiel de 100 000 euros rien qu'avec des panneaux solaires photovoltaïques. Donc c'est vraiment un très mauvais calcul que font certains constructeurs qui raisonnent uniquement en ratio euro du mètre carré. Et la construction de bâtiments neufs, vraiment, il ne faut pas rater le coche, effectivement, sur s'assurer dans le détail, avec des fiches techniques fournies, avec des fiches techniques validées par des bureaux de contrôle, que la solution retenue soit bien Solar Ready. Donc, j'insiste un peu, et merci Alice pour ce point, parce que ça paraît simple, mais il faut bien vérifier que les constructeurs, maîtrises d'œuvre, architectes, bureaux d'études, entendent bien ce que veut dire Solar Ready. Autre point aussi par rapport à l'équipement photovoltaïque, je pense que quand on construit un bâtiment, on a un budget qui est important, etc. Il faut savoir aussi que toute solution photovoltaïque, elle peut aussi se faire en tiers investissement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le financement pour financer les installations, vous pouvez avoir recours auprès d'un développeur solaire, d'un installateur, pour faire du tiers investissement, c'est-à-dire que vous mettez à disposition votre toiture et vous en bénéficiez en ayant une énergie à tarif avantageux sans avoir forcément à financer les investissements. Ça, c'est un point qui est intéressant à connaître aussi. Merci pour tous ces conseils et précisions. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression que non, hein. On attend peut-être encore 5 minutes au cas où il y ait d'autres personnes qui souhaitent se manifester. Maïté, tu précisais que tu vas transmettre la présentation et tu transmettras également les petites fiches contacts. Je vois que certains demandent effectivement des contacts. Je vois qu'il y a déjà pour Serenison. Donc, tu vas aussi transmettre les fiches contacts pour que chaque entreprise puisse revenir vers nous si besoin, de façon individuelle pour des études. Oui, bien sûr, je vais transmettre les présentations, les fiches contacts et le lien de replay aussi, parce que pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu être assistées à la présentation en entier ou qui auraient finalement eu une urgence à traiter ce matin, qui n'auraient pas pu être là du tout, ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube et on est mis en ligne également sur notre site et elle sera envoyée à tous les participants qui étaient inscrits. Et vous pourrez aussi la diffuser dans vos réseaux si vous le souhaitez, évidemment. Merci Maïté. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Plusieurs commentaires qui disent que c'était très clair. Et en effet, je partage cet avis. Donc, merci
Merci beaucoup à vous tous, à la fois à tous les intervenants pour les solutions, conseils, précisions qu'ils apportent. Et merci également à tous les participants. Si vous avez des questions d'ici là, de toute façon, on vous enverra les fiches contacts comme le soulignait Lionel juste avant. Donc, vous aurez tout le loisir de les reposer directement à nos intervenants plus tard. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Merci.